Salut à tous. Bon, pour commencer, merci à Michael. Merci. Pour le soutien à la chaîne via PayPal. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, on continue à remonter par la route 40 vers le nord pour s'arrêter à Malargüe. Et à Malargüe, on fait pas mal de visites, notamment l'observatoire de rayons cosmiques. D'ailleurs, dites-nous si vous connaissez cet observatoire, si vous connaissez les rayons cosmiques. Enfin, vous allez en apprendre avec la vidéo. On a vu aussi les 4 extrêmes qui étaient garés aussi à Malargüe. Et on a aussi visité le petit musée de la ville. Et ah ouais. Vous verrez des restes de dinosaures. Et on a fait un ciné. Ah ouais, grave, on était au ciné. Et on a même eu droit de faire la visite complète de tout le ciné, les salles de spectacle quoi, hein. Et tout. Allez, on vous laisse avec la vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao. 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 Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On a dormi là hier soir et là je vois un stock de pneus de chambre à air, de filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, dessiccateur, enfin tout. Donc je cherche un petit bout de caoutchouc là. Et en fait ici, c'est ici qu'ils avaient stocké toutes les machines pour refaire la route. Ah, une plaque d'Argentine. N'empêche, toutes les chambres à air, elles ont des rustines, hein, partout. Hein. Bon, on a toujours pas trouvé de caoutchouc. Hein. Et en fait ici, nous on a dormi là-bas et j'ai vu sur Google il y avait l'entreprise de travaux qui était ici, toutes les machines, je crois qu'il y a un espèce de cribleur et tout, donc je me suis dit je vais trouver un bout de caoutchouc et non. Par contre il y a de la merde, hein. Des filtres à huile, filtres à gasoil, des pneus, des protections de chambre à air mais elles sont trop petites pour nous. Dommage parce que là il y en a un paquet, puis elles sont pas flinguées en plus, hein. Ça doit être 1000 par 20 ou en tout cas c'est du 20 mais la largeur c'est pas la même. Il est vraiment pas large. Il n'y a pas de pneus, ça c'était sûr. Donc la boîte elle est partie, puis elle a tout laissé sa merde ici quoi. Une espèce de petite rampe de lavage, bac de décantation et tout. Ah, on va peut-être trouver. Il y a plein de piquets en bois tout neuf. Regardez la baraque, oh là là. Mais elle est dure hein. Là il y a une peau de bête. Elle est sèche hein. Petit four. Il y en a de la merdouille hein. Il y a un vent de fou. Vous entendez la porte? Regardez ça un peu. Bon alors eux ils sont partis faire les poubelles. Ah, et dans les poubelles vous avez trouvé une plaque. Ok, ça fera souvenir alors. 2 plaques pareilles. J'ai pas trouvé de caoutchouc hein. Voilà, ils cherchaient des ballettes en caoutchouc pour boucher une petite grille d'aération parce que ça prend la terre dans le groupe électrogène. La porte, la porte! Bon allez, on est reparti. On quitte notre petit bivouac. Alors visiblement ils sont en train d'essayer de faire un pont, mais je me demande si ce pont ou cette espèce de passage d'eau, non peut-être un passage d'eau, je sais pas. Il était pas là déjà 2 ans en arrière et ça va pas bouger. Hein. Ah parce que là il y a une petite rivière, ils vont sûrement déplacer la route un jour. Ouais, c'est l'Argentine, hein. Ils n'ont pas trop les moyens d'entretenir les routes, mis à part passer une lame de temps en temps, histoire de raplatir un peu tout. Le pays est trop grand et pas assez de moyens. Et on retourne sur la route. Fini la piste pourrie. Repiste. Ah parce qu'ils font des travaux pour les traversées de rivière en fait. Il y a un vent de malade. Ouais. Bon, route. Et c'est relou parce qu'on a le vent qui nous prend de côté à moitié de face, à moitié de côté suivant comment on est. Et c'est casse-couille. Et encore un petit bout de piste, hop, parce qu'ils ont refait un passage de rivière.
après trouver un guide. Et c'est par groupe de 10 personnes. Allez, on repart. Donc on est tombé sur un presque départ de visite. Donc on a vu une guide qui nous a dit qu'il faut aller à Malargüe. Il faut réserver son billet en ligne, payer 1500 par personne, mais les moins de 12 ans ne payent pas. Donc ça c'est pour l'entrée dans la grotte. Par contre il faut un guide habilité pour rentrer et dit le guide c'est 19 000. Mais moi j'avais vu que quelqu'un avait marqué que c'était 1800 par personne le guide. Mais comme c'est des groupes de 10, ça ferait 18 000. Alors le prix est peut-être monté depuis. Donc c'est peut-être 19 000 son service à diviser par le nombre de personnes qui rentrent. Et du coup, vu que nous on est déjà 5, si vraiment on est sur un groupe de 10 personnes, bah on paierait la moitié quoi. C'est la seule fois où il faut trouver 10 personnes pour le faire. Pour que ça coûte moins cher. Donc je sais pas trop, on va se renseigner à Malargüe, ça fait un peu cher, à voir. C'est parti pour 70 km pour rejoindre Malargüe. Et le dernier tampon de la route 40. Depuis au moins 20 bornes, du vent de malade. On est à 5 km de Malargüe et il y a pas mal d'habitations dans ce coin-là, c'est rigolo. Ils sont mais complètement sous la poussière. Je sais pas trop si c'est habituel ou pas dans ce coin-là, tout ce vent. Voilà à Malargüe. De retour. Pour ceux qui se rappellent, regardez l'horloge. Et c'est la dernière province qui nous reste à tamponner sur le passeport de la route 40 et on aura tout clôturé. Malargüe papa. On se retrouve avec 4 extrêmes à Malargüe. Regardez qui c'est qu'on a retrouvé quand même. 4 extrêmes. Et là on va faire tamponner le dernier. Le dernier. De l'eau, il y a de la musique dis donc. Là. Allez, passeport de la route 40. Et l'ultimo. Le dernier. Et voilà. Si. Vale. Bon voilà. Ça y est, on l'a fait. Il n'y a plus qu'à commander les diplômes. La route mythique, nord-sud. Enfin, nous on a fait un peu tout, sud-nord, nord-sud. Bon bah on est revenu dormir là hier soir face à l'office du tourisme. Et regardez ce que j'ai fait ce matin. Là, parce que maintenant qu'il pleut et qu'il y a tout qui rentre en fait dans le coffre du groupe électrogène. Donc j'ai mis un petit bout de bavette. J'espère qu'il va s'aplatir avec le temps. Mais en tout cas là il est bien fermé, bien étanche. Et là on va où? On va voir, il y a un petit musée gratuit là. Je crois qu'il y a une exposition de photos. Il y a un autre musée, je crois, encore plus loin. Et peut-être un planétarium cet après-midi. Allez, c'est parti. On va commencer par l'observatoire si on peut, parce qu'il faut réserver. Mais comme il n'y a pas grand monde, on se dit qu'on tente le coup, voir maintenant. Sinon on réservera. Il y a quelque chose de particulier dans la province de Mendoza, c'est que quasiment tous les sites de parcs nationaux, il faut le réserver en ligne sur les parcs nationaux de Mendoza. Donc faites bien attention à ça parce que arrivé sur place, vous ne pourrez pas payer. Parce que vous réservez en ligne, vous payez soit en ligne, soit vous déposez l'argent à Pago Facile et seulement après vous allez dans le parc. Et comme souvent les parcs sont dans des endroits isolés, si vous allez directement au parc, vous ne pourrez pas rentrer. Et puis il n'y aura pas de réseau pour faire l'inscription. Oui, parce qu'en Argentine, dès qu'on sort une ville, le réseau, il n'y en a pas ou c'est rare. Alors, on est à l'observatoire Pierre Auger, qui est dédié à l'observation des rayons cosmiques qui sont détectés par des capteurs dans un rayon de 3000 km. Là, la carte la représente. Malargüe, c'est ici, on est là.
Et là, on voit la route 40 qui continue vers le nord. Et là, vous avez un détecteur, mais qu'on verra plus tard. Ça se présente comme ça en fait. C'est une visite Auto-guidée. guidée avec le téléphone. Ouais. On a scanné un petit QR code et on va faire la visite. Pour l'instant, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop ce que c'est, mais c'est voilà, gratuit. C'est gratuit. Alors là, c'est un petit appareil qui s'appelle une chambre d'étincelles et c'est les rayons cosmiques que vous voyez en temps réel. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les petits éclairs dedans. Donc il y a des trucs qui passent comme ça là. Là, il y a des rayons cosmiques qui nous tombent dessus en permanence. Et là, on les voit directement. Le fondateur de l'observatoire, c'est James Cronin. Et l'observatoire a été appelé Pierre Auger. Pierre Auger, c'est un Français et un physicien qui, en 1912, en s'envolant grâce à une montgolfière à une altitude de 5000 mètres, Victor Hess, un Autrichien, a découvert des radiations qui venaient de l'espace. C'est le premier à avoir découvert ça. Et le fameux Pierre Auger, dont l'observatoire porte le nom, en 1938, a remarqué des flots de particules secondaires grâce à des détecteurs de particules qui étaient positionnés en altitude dans les Alpes suisses. Là, on a une petite maquette de comment se présentent les détecteurs. Julien vous en a montré un dehors. Donc il y en a un petit peu partout, dans un rayon de 3000 km² pour mesurer toutes les particules qui arrivent dans ce secteur. Ici, on a des détecteurs. Il y a 2 détecteurs. Les particules, quand elles arrivent dans l'atmosphère, en fait, elles se séparent. Et bon, je vais éteindre le bip, explique le bip avant. Le bip, ça sert à dire quand il y a une particule qui touche soit ce tube-là, soit ce tube-là, puisque c'est 2 détecteurs. Ah, j'éteins le bip. Et quand les particules qui se divisent touchent les 2 détecteurs en même temps, il y a ce compte à rebours, enfin ce compteur qui se met en route. Parce que vous voyez que la particule, elle tombe pas forcément là et là, parce qu'on n'a pas le même nom, mais si on est à 20, là à 32. Ici, tous les gens représentés et les dates, c'est toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre au cours du temps à la découverte de ces rayons cosmiques et à essayer de comprendre ce que c'est. Et à l'heure actuelle, l'observatoire qui est ici est le seul au monde. Ils envisageaient d'en faire un autre, mais finalement, ils estiment que les données recueillies ici sont suffisantes. C'est le seul au monde qui cherche à comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Alors, ce que c'est, ils ont trouvé, puisque ce sont des particules subatomiques. Et quand ça arrive dans l'atmosphère, quelque part, c'est la fin de la vie de la particule. Elle arrive et quelque part, elle explose. C'est pour ça qu'elle se divise en plein de rayons. Comme ce logo-là, ça représente ce que devient une particule. Elle arrive et elle se divise et elle finit par disparaître. Et apparemment, elle ne se rajoute pas à la composition de la Terre, elle disparaît. Et les petits capteurs, là, donc c'est en surface, mais certaines des particules sont plus denses et arrivent en profondeur. Et à ce moment-là, elles sont mesurées par des capteurs qui sont positionnés à peu près à 2,50 m de profondeur sous le sol. Voilà à quoi ressemblent les capteurs qui sont mis dans le sol. En fait, ça, c'est des bandes en plastique recouvertes d'un métal particulier avec de la fibre optique qui passe là. Il y a un câble de fibre optique qui passe au milieu et qui est relié à un appareil de mesure et qui compte en fait les particules, puisque quand ça traverse ici, ça fait une lumière qui est ramenée là et ça permet de compter ces particules-là qui arrivent à traverser le sol, qui sont plus lourdes que les autres. Il faut quand même que vous sachiez qu'une partie de vos impôts sert à financer l'observatoire de rayons cosmiques, et ça, c'est tous les pays qui participent. On peut cliquer et on voit qui finance. Bon, on vous retrouvera après pour la suite de la visite parce que ça ferme. Il est 13 h et ça rouvre à 15 h. C'est l'heure de la sieste. Donc on va manger et on revient après. Tous les drapeaux qui sont représentés ici, ce sont les pays qui ont investi dans cet observatoire pour surveiller les rayons cosmiques. C'était prévu pour 20 ans, ça a commencé en 1992, donc vous vous rendez compte qu'on a passé les 20 ans et ça a été prolongé jusqu'en 2035. Alors, qui est-ce qui finance l'observatoire? Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Colombie, Slovénie, Espagne, États-Unis, France, Pays-Bas, Italie, Mexique, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque,
et Roumanie. Lesquels tu connaissais pas pour de vrai? Oui. Parce qu'ils sont écrits en fait en haut là. On est revenu après manger? Faut que je fasse le professeur. Allez, professeur. Qu'est-ce que... Ce sont les rayons cosmiques. Ça fonctionne là? C'est que toujours pareil, tu sais pas appuyer sur un bouton. Toujours un problème avec les ordinateurs, ça marche jamais. Les rayons cosmiques sont des particules qui arrivent depuis l'espace et qui bombardent constamment la Terre de toutes les directions. Un rayon cosmique, par interaction avec l'atmosphère, génère une pluie de particules secondaires. La quantité moyenne de particules qui arrivent à la surface de la Terre sont près de 10 000 par seconde et par mètre carré. Ça veut dire qu'on est bombardé en permanence. Quel est l'objectif? Les rayons cosmiques étudiés par l'observatoire Pierre-Auger, qui est ici, viennent de sources en dehors de notre galaxie. Ce n'est pas des rayons du Soleil. Ça vient de bien plus loin, mais ils ne savent pas d'où. Mais s'ils arrivent à trouver d'où ça vient, ils sauront quelles sont les sources d'énergie les plus importantes de l'univers. Les rayons qui ont le moins d'énergie viennent de la Voie lactée. Ça fait partie de notre galaxie. Mais ceux qui ont le plus d'énergie viennent de beaucoup plus loin. Et ici, ils essayent d'en déterminer l'origine. Le problème, c'est que quand les rayons circulent, ils se cognent à tout ce qui se trouve dans l'espace. Imaginez un flipper. Et ça saute dans tous les sens. Et c'est pour ça que ça arrive de toutes les directions. Donc c'est vachement difficile de trouver d'où ça vient réellement. Donc pourquoi ils ont choisi Malargüe? Parce que quand ils ont sélectionné des sites, ils voulaient déjà un site qui soit à peu près à 35 degrés. Donc Malargüe correspondait pour pouvoir observer l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud. Ensuite, il y avait peu de contamination lumineuse ici, un ciel assez pur, et ils voulaient aussi 3000 km² où vous pouvez installer leur capteur. Et c'est pas partout, puisque ici c'est vrai qu'il y a peu d'habitations, donc beaucoup de terrain libre pour pouvoir installer tout ça. Ils voulaient que l'altitude soit entre 1200 et 1400 mètres. Malargüe a été sélectionnée parce qu'elle remplissait quasiment tous les critères qu'ils voulaient. Et c'est le seul site au monde où il y a ce type d'observatoire. Qui a contribué à cet observatoire? Il y a 18 pays. Et vous verrez que dans ces 18 pays, il y a la France. Et Julien vous l'a dit un peu plus tôt, c'est nos impôts qui payent en partie cet observatoire. Regardez Julien, voilà ce qu'il voit. Je monte là-haut. Là, il regarde un rayon qui arrive sur la Terre. En fait, hein. Et ça, les petits points en bas, c'est tous les capteurs qui reçoivent l'information des rayons. Tous ceux qui ont été installés ici sur 3000 km². Alors ça, c'est un des réservoirs détecteurs qui ont été installés. On voit des particules qui regarde. tombent. Et dedans? Ouais. Tous les tanks sont remplis d'eau pour arriver à mesurer les rayons. Les rayons, ils partent vraiment comme ça, dans tous les sens. Quand c'est Alex aux commandes. Et là, comment on fait pour avancer? T'es quand même pas en train de regarder des conneries là? Alors ça, c'est un détecteur de fluorescence. Ça permet de voir les lumières. Et dedans, je crois qu'il y a 6 énormes miroirs comme ça, dont on voit une partie ici. Parce qu'en réalité, je crois qu'ils font 4 mètres par 4 mètres. Donc c'est énorme et ça permet de concentrer la lumière. Elle disait que ces espèces de réservoirs mesurent seulement les rayons d'haute énergie. Et donc il y en avait genre seulement un par mois, je crois. Avec cet appareil, je vous avais dit que ça arrivait en permanence. Alors oui, ça arrive en permanence, mais ceux de basse énergie viennent de notre système solaire, de la Voie lactée. Et eux, on les reçoit en permanence. Mais ceux de haute énergie viennent de beaucoup plus loin et ils sont mesurés par les espèces de réservoirs là qu'ils utilisent, leurs capteurs. Et ça permet de voir où atterrissent les rayons. On pourrait croire que les rayons arrivent n'importe où, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des zones où il y avait plus souvent des rayons. Et c'est peut-être important. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore réussi à déterminer la provenance de ces rayons. Donc a priori, ça vient des étoiles. Et des étoiles les plus denses, il y a plus d'énergie. Elles concentrent plus d'énergie et on voit des rayons avec plus d'énergie. Ils ont pu déterminer ça par rapport à notre Voie lactée. Alors à quoi ça sert tout ça? Vous allez me dire, c'est bien beau, mais ça ne nous sert à rien dans la vie de tous les jours. Mais
ça peut être important pour le devenir de l'humanité, on ne sait jamais, de déterminer des choses comme ça qui sont totalement invisibles à l'œil nu. Vous imaginez que vous êtes en permanence traversé par ce genre de rayons. Alors a priori, ça n'a pas d'effet sur le corps humain, mais il n'y a rien qui permet d'en être sûr. Peut-être que de fortes expositions à des rayons peuvent avoir des effets sur le corps humain, et peut-être aussi que tout ce rayonnement est à l'origine de la vie sur Terre. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être. Et ça pourrait aussi être à l'origine de l'évolution des espèces. Pourquoi pas? Il peut y avoir plein de choses en relation avec ça, et ça fait finalement pas si longtemps, ça fait à peine plus d'une centaine d'années que ce phénomène a été vu, déterminé, mesuré, et tout ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Et peut-être un jour, ça sera important pour l'humanité. Donc ces appareils, ça va mesurer les rayons de haute énergie. Ils sont auto-alimentés, ils ont des panneaux solaires. Alors celui-ci, c'est un de démonstration, parce qu'il a cette petite fenêtre, il est rempli d'eau, mais normalement il ne doit pas y avoir de fenêtre, sinon ça interagit avec les lumières qui doivent mesurer, et il ne peut pas fonctionner tout seul parce qu'il doit être triangulé avec d'autres du même style positionnés autour. L'antenne qui permet au réservoir de transmettre, c'est la petite là, et ça c'est un autre moyen de mesure. C'est une antenne radio qui permet de mesurer un signal qui se crée quand les particules passent dans l'atmosphère et se transforment en particules secondaires et qu'elles passent au travers du champ magnétique de la Terre. Donc l'espèce de pluie de particules est composée d'électrons et de positrons, et les particules sont déviées par le champ magnétique de la Terre et ça crée un signal radio, et quand ils additionnent tous ces signaux, ça leur permet d'avoir une information sur la direction et l'énergie du rayon cosmique. Le premier rayon cosmique, celui qui est arrivé avant de se transformer en particules secondaires. Vous imaginez que ici ça fait déjà un peu plus de 20 ans que tout ça est étudié. Pour autant, ils n'ont pas encore réussi à savoir d'où venaient ces gros flux d'énergie. La guide m'expliquait que il y avait beaucoup d'énergie dans une seule particule. Une particule, c'est pas visible à l'œil nu tellement c'est petit, mais l'énergie qu'elle contenait était l'équivalente à l'énergie produite quand vous shootez dans un ballon. Donc c'est quand même une grosse quantité d'énergie concentrée dans quelque chose de tellement minuscule que vous ne pouvez pas le voir. Alors je lui demandais s'il y avait moyen de faire quelque chose de cette énergie, mais a priori, c'est impossible de récolter cette énergie et de l'utiliser. J'espère que cette première visite vous aura plu, vous aura appris des choses, parce que nous, ça nous a appris des choses qu'on ne savait pas, même si ça reste encore très vague dans nos esprits. Tu te diriges vers où là? Le cinéma. C'est le petit bâtiment là. Ah voilà, voilà la véritable histoire. Ça lui dit d'aller voir Fast and Furious 10. Il n'y a que les enfants qui ont fait un ciné en Argentine, pas nous. Ouais, bah, je crois qu'on va aller pour 750 pesos voir Fast and Furious 10 ce soir. Alors c'est à 10h30, c'est en 3D. Il nous passe les lunettes. Et comme on ne connaît pas, et bah, la dame, elle va nous faire découvrir le cinéma de Malargüe. Alors il y a une expo de photos en ce moment, en plus. Des belles photos du coin, hein. C'est en souterrain, Marie, le cinéma. Voilà. Ah ouais, le cinéma est souterrain. Il y a 3 salles d'à peu près 180 sièges. Alors là, vous voyez rien, mais on est en train de rentrer dans une des salles. Caliente. Oh, muy linda. Comment on est trop bien. Elle nous dit de nous asseoir. Si, mejor. Ah, et les sièges, ils sont super parce que ça soutient les lombaires. Ils sont carrément mieux que les salles que j'ai fait en France. Est-ce qu'en France, on vous fait la visite des cinémas quand vous venez en dehors des heures? Alors, elle nous emmène voir l'auditorium. L'auditorium, voilà, ça, allez faire de la musique. On est sur le test de musique là, c'est leur scène de spectacle. Le coin ici est aussi utilisé comme salle de conférence, en particulier par l'observatoire d'où on vient. Et la dernière salle en ce moment, elle est occupée par une réunion. Alors
Alors là, c'est la petite, ils disent confiteria, c'est la petite cafétéria où on peut grignoter des trucs, acheter pour aller au ciné. Ça fait 1,30 € la place et en fait on choisit nos places au moment de payer. On dit bah tiens on veut la 8, 9, 10, 11 et c'est réservé quoi. Pas mal. Allez, clair. Ce soir, ciné. Vous êtes content ou pas? Oui, coup de jeu. À un moment, Marie, elle a filmé la conférence et puis il y a une dame qui sort et c'était la guide de l'observatoire. Et elle a dit bah venez assister à la conférence. Non, on a dit c'est gentil. Mais... C'était une conférence sur l'archéologie, ça aurait pu m'intéresser, mais avec les enfants, je crois que... Et ce petit ciné est municipal comme beaucoup de choses en Argentine. Hein. On voit les municipalités, ils ont des niveleuses, ils ont des camions, ils ont des pelles, ils ont des arroseuses, enfin ils ont tout. Alors que chez nous, on avait du mal à acheter une tondeuse quoi. On était que 500 habitants dans notre bled. Hein. Non mais même à Annette, il n'y a pas une niveleuse, ni une pelle, ni un camion benne. Mais il y a des vraies routes. Non mais c'est pour dire, je comprends pas comment ils y arrivent, les municipalités à avoir... On dirait des boîtes de TP privées. On dirait des petites boîtes de TP privées qu'on voit en France quoi. C'est vrai. Alors que c'est municipal quoi. Ce pays m'étonnera toujours. Allez, cette fois il est ouvert le petit musée gratis. On va aller voir. On voit toutes les petites bêtes qu'on peut rencontrer dans la zone. Alors apparemment par ici, il n'y a pas trop de scorpions ni d'araignées. C'est une bonne chose. Par contre, ils ont ces scarabées. Ici, c'est un condor. Alors bon, là, il paraît assez petit. Parce qu'en réalité, il avait quand même une envergure de 3 mètres. Mais comme il y a beaucoup d'écoles qui viennent ici, bah, le pauvre a souffert. Ils ont dû le recoller comme ils ont pu. Il était tout propre. Mais par contre, ça, c'est vraiment une aile de condor. Regardez ma main. Pas une aile, une plume. Regardez ma main par rapport à la plume. Sachant qu'elle était plus longue, elle aussi, elle a été cassée là. Elle fait à peu près cette longueur-là en réalité. Ça, c'est une plume d'aile. C'est gigantesque en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent ici là. Et quand il y a des petits, ils occupent, il y a une dame du musée qui occupe les petits avec des jeux de memory quoi. Alors ça, on vous en avait déjà parlé, le pitch, c'est un espèce de... Tatou. Donc en fait, il a sa carapace, et puis en dessous, bah, T'as pas il y a montré son corps. la taupe, elle... Ah oui, alors il y Ça, en a j'aimerais bien un voir. qu'on n'a Ouais. pas vu, je pense qu'on a vu les deux autres. Mais alors celui-là, on l'a pas vu. Apparemment, c'est genre la taille d'une taupe, ça fait 10 cm, et il est un peu rose. Et quand on voit ses pattes, c'est un peu comme une taupe, il vit sous terre essentiellement. C'est le squelette d'un chat sauvage, le Gato Montes. Je fais ma petite parenthèse, c'est très très bon en empanadas. Non, on n'est pas sûr d'en avoir mangé, je pense pas, je sais pas en fait. Et ça, c'est sa peau. C'est très doux comme un chat. Ouais, ça ressemble à un chat, hein, franchement. Après, il y a le renard gris, ça, on vous en a montré souvent. Le renard coloré, apparemment, ici, ils sont en voie d'extinction. Des souris. Mais c'est pas très gros, hein. C'est presque plus petit que le chat. Ouais, c'est plus petit que le chat. Et là, on rentre dans la salle des dinosaures, parce que dans le département de Malargüe, de Mendoza, il y a beaucoup de restes de dinosaures. Alors ça, c'est un ichthyosaure. Ils l'ont fait à petite échelle, parce qu'au début, ils avaient le vrai ichthyosaure, mais qui allait de ce mur-là jusqu'à la porte là. Et c'était vraiment trop gros parce qu'ils ont que des petites salles, donc ils ont fait une petite réplique. Mais vous imaginez la taille que ça faisait. Et voilà à quoi ressemblait Malargüe il y a 250 millions d'années. C'était un petit peu comme la forêt amazonienne, avec énormément de fougères et de plantes de ce genre-là, des araucarias. D'ailleurs, ce tronc-là, c'est un tronc pétrifié d'araucaria. Et là, on voit une empreinte de feuilles. Ça, c'est pareil, c'est des restes pétrifiés de tortues. Il y a eu le Pacifique qui est venu recouvrir la zone de Malargüe. Et après, il y a la cordillère des Andes qui s'est soulevée. Mais tout ce qu'on voit là, le plésiosaure, le mésasaure, l'ichthyosaure et les tortues, elles étaient là. Et c'est pour ça qu'ils arrivent encore à retrouver ce genre de fossiles. Les restes de reptiles marins datent de la période jurassique, il y a 206 millions d'années, et viennent de la partie sud de la province de Mendoza. Regardez l'ammonite, c'est un vrai fossile, alors pas un fossile, mais un reste pétrifié. Pourquoi? Parce qu'elle vient de m'expliquer, et je ne le savais pas, alors pourtant j'ai fait géologie. En fait, ici, on est sur de la roche, c'est-à-dire que on a l'original qui avait cette forme-là, mais l'os a été remplacé par de la pierre. D'ailleurs, ici, c'est un bout de la mâchoire, ici, de l'ichthyosaure. Ça, c'est un bout de sa nageoire,
Et ça, c'est des petits disques de vertèbres. J'en reviens à mon explication. Ici, c'est pétrifié, puisque c'est devenu de la pierre, alors que là, c'est fossilisé, parce que vous voyez que c'est encore poreux comme de l'os. Ceci, c'est une vertèbre de cet énorme animal, et ça, c'est sa mâchoire et ses dents, qui faisaient 6 mètres de haut. Ça ressemblait en quelque sorte à un ours gigantesque, et qui vivait là beaucoup plus tard, il y a 65 millions d'années. C'est aussi le moment où les continents se sont séparés et que s'est formé l'océan Atlantique et la cordillère des Andes. Le développement des mammifères s'est fait après l'extinction des dinosaures, puisque pendant toute la période où les dinosaures occupaient la zone, les autres espèces se développaient pas autant. Et quand les dinosaures ont commencé à disparaître, et ben ça a été l'émergence des mammifères. Et l'espèce de chose là, c'est la carapace de cet autre animal qui faisait la taille d'une petite voiture quand même. Et ce crâne-là a aussi été trouvé plus au sud de Malargüe. C'est une réplique parce que l'original est parti aux États-Unis et c'était ce dinosaure. Et a priori, ce dinosaure a énormément de ressemblances avec les oiseaux actuels. Ça, c'est un vrai os, pas une réplique, de titanosaures qui vivaient dans la zone. Cet os qui date du Crétacé supérieur a 90 millions d'années. Cet os est pétrifié puisqu'il est totalement transformé en pierre. C'est l'os de sa patte avant. On le voit, il est en rouge là, donc ça correspond au haut de notre bras. Ça fait quand même 1,30 m de long. Et je vais vous ramener à sa réplique à taille réelle qu'il y a dehors. Donc c'est énorme. Ce dinosaure là faisait 35 mètres de long en tout pour 8 mètres de haut. Donc c'était un herbivore géant qui vivait conjointement avec ce prédateur qui est un carnivore. Ce dinosaure Abelisaurios est parmi les plus vieux de la zone, il a 90 millions d'années. Il faisait environ 10 mètres de long pour 3,50 m de haut et pesait 4 tonnes. Ici on voit juste une de ses phalanges. La phalange c'est seulement de là jusque là. Imaginez la taille qu'il faisait. Ici, vous avez un bout de sa patte à taille réelle. Le petit bout que je viens de vous montrer, c'est juste ça. Et voilà le reste de sa patte. Ici, on a une réplique de la patte arrière du titanosaure. Donc d'ici jusque là, c'est déjà assez balèze. Hein, c'est peut-être 3 mètres de haut. Et là, on a une réplique de la patte avant du titanosaure. Et encore là, il n'y a pas l'espacement voulu entre les deux pattes. Parce que de là à la patte avant, en réalité, il y avait quasi 10 mètres. Ici, il présente une autre salle avec des restes d'autochtones. Donc ça, c'est les petites boules là qui jetaient pour la chasse. Ça, c'est une espèce de bâton du chef. Et on retrouve des pointes de flèches, des vases, des choses qui ont été faites à partir de roches volcaniques qui étaient bien dures et surtout bien coupantes. Comme l'obsidienne ici, dont il faisait des pointes de lance. Il y a aussi des mortiers. Là, c'est de la pierre plus classique, mais ceci est en pierre volcanique. Et les morts, à cette époque-là, il leur faisait des espèces de petits mausolées de pierre où il les mettait avec ce qui leur appartenait. D'ailleurs, ça, c'est une espèce de collier qui se portait sur le torse, et ça, un reste d'habit qui a été retrouvé dans une estancia. Alors, comme les gens des estancias ramènent les reliques comme ça qu'ils ont trouvées, ils savent pas les dater. Mais alors moi, celui qui m'a surpris le plus, c'est quand même ça. C'est un bout de flûte, mais regardez que elle est perforée et ça traverse intégralement la flûte, qui était plus longue puisqu'il y a une partie qui a été donnée à ce musée-là et une autre partie qui a été entreposée ailleurs. Vous imaginez qu'il n'y avait pas de perceuse ou de forêt ou je sais quoi. Comment ils ont fait pour trouer une pierre comme ça ? Regardez, c'est quand même vachement propre. Potentiellement, c'était une roche assez tendre et qu'ils arrivaient à faire des trous comme ça pour pouvoir en faire une flûte. Moi, je suis très impressionnée par les capacités qu'avaient à fabriquer des choses nos ancêtres. Regardez même ça, des petits colliers comme ça qu'ils arrivent à faire. Alors moi, je le croiserais, je dirais que c'est l'artisanat actuel, mais non. C'est des restes des civilisations antérieures. Et là, c'est pareil. Ça a été trouvé dans la rivière Malargüe, qui coule pas très loin au sud d'ici. Là, on voit, c'est des zones où ils ont fait des recherches et ils ont retrouvé tout ça. Alors, cette pièce,
C'est une zone de l'Estancia qui n'a pas été touchée, qui est restée dans son jus. Alors, c'est le plafond original, les murs, même le sol. Tout est original ici. Et ils ont reçu des reliques venant de différentes estancias. Donc là, on a des choses pour le cheval, là. Et alors là, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que c'est pour passer le pied quand on monte à cheval, mais c'est un truc en bois. Mais apparemment, c'est léger. Ça, c'était utilisé pour le blé. Et toutes les choses en bois, même le bois des poutres là-haut, tout ça c'était taillé à la main. Et regardez, c'est la cuisinière originale qu'il y avait ici dans cette estancia, qui est vieille, hein, qui a 200 ans. Hein. Et là, il y avait des bottes d'adultes, bottes d'enfants, alors intégralement en peau. Et cette espèce de petit animal, c'est un veau qui n'est pas arrivé à terme de gestation. Ils utilisaient la peau pour faire des sacs. En réalité, c'est un sac. Et ils avaient à l'intérieur une espèce de farine qui gardait au frais et à l'abri dans ce genre de sac. Et on voit que c'est du cuir tendre. Ici, il y a un autre sac, mais alors il a dû prendre l'humidité, mais là, il est dur comme tout. Énormément d'outils et de restes venant de la région. Tout est de la région. Ça vient d'une mine de charbon qu'il y avait dans les années 40 au sud de Malargüe, qui a été fermée depuis, un théodolite, pour mesurer les niveaux. Ici, une photo de la première station-service, pareil, dans les années 40, de la ville de Malargüe. Donc c'était la pompe à essence. Et ici, c'est la première horloge qu'il y avait au centre de l'avenue de Malargüe. On a dû vous la filmer en arrivant. Je vais vous mettre une petite photo. Et à l'origine, c'était un cadeau qu'on leur avait fait. Et cette horloge, elle avait une petite musique. Là, on voit, c'est la partie qui faisait la musique. Et un jour, elle s'est arrêtée. Ils n'ont jamais réussi à la faire repartir. Bon, on vient d'aller payer le cinéma. Donc, on a rendez-vous à 22h30. Ça nous a coûté 6,80 € pour 5. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on choisit nos places. Donc là, on a la place, on est sur la rangée 7. Et on a la place 9, 10, 11, 12, 13. C'est trop bien. Excellent. Enfin, pour 6 €, aller voir un film en 3D, génial. Et regardez l'horloge. L'horloge de Malargüe, énorme. Regardez la belle horloge. Bon allez, on est en retard, comme d'habitude. Hein. Enfin en retard, non, le film n'a pas commencé non plus, mais on n'est pas en avance non plus. Ça, c'est l'office du tourisme. Et le cinéma, il est derrière. Bon bah allez, popcorn, boisson. Et je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont oublié de ramener les lunettes. Ils sont descendus avec 2 caisses de lunettes. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils aient oublié de donner les lunettes aux gens en fait. Bon, on est pile poil, il est 30 pile, boisson, popcorn, prêt. Ah bah c'est bien ça, les gens ils sont là, ils avaient oublié de donner les lunettes aux gens. Bon bah impeccable, on vient de s'asseoir et ça commence juste maintenant. Allez, c'est parti pour le ciné 3D à Malargüe Mendoza. Allez, on s'en va du ciné, hop, on vous fait un petit récap. Alicia, trop bien, Alex. Moi j'ai dormi un peu, ouais. Bon, du coup, il y a un 11 alors. Bah ouais, forcément, là, parce qu'ils nous ont laissé... Bon, attends, est-ce que vous avez tous compris? L'espagnol, vous l'avez géré? Bon, bah c'est bon alors. Bon, bah impeccable. Le truc que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qu'il faisait juste après le générique de fin, il y a un personnage qui arrive, et comme j'ai pas vu ceux d'avant, bah je sais pas c'est qui. Si, il est connu en plus ce mec. Tout le monde a applaudi dans la salle et tout là. Allez, on retourne au camion. En tout cas, la chaleur, rien à dire, il faisait super chaud. Les sièges, Ouais, super confortable. très très confortables. Je pense que c'est le seul cinéma que j'ai fait avec des sièges aussi spacieux parce que t'as bien dormi, hein. grave. Il y a de la largeur, il y a 2 accoudoirs. Enfin, non, il y a grave de la place, très confortable. Et le son, il était franchement super. Et Manon me dit que c'était des enceintes JBL. Ah ouais, bon bah voilà, JBL. Allez, on retourne au camion et puis on va passer une bonne nuit. Puis je pense que ça s'arrête là. Hein. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.